Ça peut être un temps, une année sabbatique, une période sabbatique, mais on ne peut pas faire ça toute notre vie et ce n'est pas le but non plus. Le but, c'est d'exister, le but, c'est de pouvoir bien apprendre à marier l'esprit et la matière. Et ce jeune homme-là se préparait à exercer son métier, puis c'est intéressant parce que même avec le rêve qu'il a reçu, parce qu'on sait que c'est un pourcentage de lui, mais on lui a expliqué que c'était qu'en se mettant en route, il allait aussi se découvrir et il allait aussi se comprendre, se connaître encore mieux avec les autres. Donc, mais bien sûr, il y a des choses à changer. Il y a des mécanismes en lui qui peuvent être là, des forces très importantes de pessimisme qui peuvent des fois le plomber d'une certaine façon dans son potentiel puis dans sa manifestation. Puis c'est un être super intelligent, super brillant, et vous allez voir que même dans le rêve, on en voit différentes dynamiques. Donc, on dit un beau bonjour, hein? On a de Chaville, Isabelle. Bonjour à Isabelle, bonjour à Sylvie qui est là, Marie des Vosges, donc Hélène et Bernard de la région de Saint-Donat en France. On a Bénédicte qui est là. On a Tante Lucienne aussi qui est là, de Suisse. Un beau bonjour à Tante Lucienne. Voilà, donc c'est un beau bonheur de vous voir et de pouvoir lire vos connexions via la messagerie instantanée. Donc, on a aussi, bien sûr, de nombreuses personnes qui écoutent en rediffusion. Donc, on vous souhaite aussi la bienvenue pour l'intégration de nouvelles connaissances et de grandes réflexions, parce que le langage symbolique, c'est quelque chose de tellement riche en termes de vécu, puis en termes aussi de compréhension de soi. Et plus on étudie le langage symbolique, plus on est en mesure, pas juste d'étudier les rêves, mais aussi de comprendre les comportements humains et les résonances aussi de tous les jours et même les destins qui se manifestent. Les rêves sont un des moyens les plus avancés qui soient pour se connaître et aussi pour accéder à de réelles capacités au niveau spirituel où on a éventuellement la possibilité de voir et de visiter l'âme des autres en rêve et d'avoir des informations sur nos questions. On peut utiliser les rêves aussi pour comprendre, se comprendre, comprendre des situations, savoir demander aussi à travers le rêve. Hein, c'est ce qu'on enseigne aussi dans la formation IRSS, que notre association présente maintenant de façon internationale dans plusieurs langues. Voilà, donc on va maintenant débuter. Hein, c'est le titre du rêve, L'enquêteur maudit. Donc, il y a longtemps, j'avais joué à un des jeux vidéo de la série Fable, à un moment sur le chemin d'arrêter une organisation du mal. On a le choix d'aider une citoyenne piégée. On peut choisir de prendre sa place et elle peut repartir vivre sa vie. C'est ce que j'avais fait. Mais on est transformé à sa place en squelette jusqu'à la fin du jeu. Un test bien intense. Donc, on va regarder ce rêve-là et c'est sûr qu'il faut faire attention avec les jeux vidéo. On pense que c'est une forme de divertissement, d'être dans la violence, de naviguer constamment dans des forces d'horreur aussi, il y a des jeux maintenant vidéo, c'est tellement intense au niveau de l'agressivité, puis aussi de la déresponsabilisation, parce que voilà, on fait rien, hein, on fait les choses, on tue, on fait exploser les choses pour avoir des points, sans nécessairement avoir aucune logique de bien ou de mal. Puis ça, c'est sûr que c'est très dommageable parce que nos codes fondamentaux se transforment et nous amènent à devenir... Ça ne veut pas dire qu'on va tuer quelqu'un pour le vrai, bien sûr, quand on a eu accès à beaucoup de jeux vidéo, mais ça va nous amener à être hyper compétitifs et aussi hyper égoïstes.
hein, donc très égoïste, parce que dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ben, poum, on envoie une bombe, voilà, on tue, puis on avance, et c'est tout, là. On n'a aucune compassion, rien d'empathie. On ne pense même pas que la personne qu'on a tuée a peut-être des enfants, peut-être une vie, une famille. C'est tellement intéressant dans la pédagogie d'apprendre les effets collatéraux aux jeunes, hein, donc, et en très bas âge aussi dans la nouvelle éducation. Il faut enseigner les effets collatéraux. On peut faire ça avec une simple poupée, hein, donc quand l'enfant a une réaction un peu trop soudaine, un peu trop intense, on va projeter la poupée par terre comme ça pour aller chercher un autre jouet. Puis là, on peut, par pédagogie, faire un son comme si on fait pleurer la poupée. Puis elle a mal dans le dos. Oh, il faut l'amener à l'hôpital. Vite, il faut l'amener à l'hôpital. Puis là, puis là, l'enfant, il rentre dans un monde où il a réalisé, il se transforme, il va faire attention, où il essaye de comprendre, parce qu'au début, ils ne sont pas habitués. Puis avec le temps, bien sûr, là, il y a une amélioration au niveau des effets collatéraux de ce que peut générer une façon d'être, hein. Donc, on voit le monde qui est façonné aujourd'hui. Vous voyez les théories de conspiration qui émergent à un pourcentage schizophrénique absolument épouvantable. Lorsqu'on parle maintenant d'environ 30% de la population mondiale qui est pris dans des théories de conspiration. Et c'est énorme, ça, vous imaginez, c'est un tiers de la population qui sont pris dans ces mécanismes-là en ce moment, où il y a des fausses vérités, il y a des choses qui sont même de l'ordre du jeu vidéo, tellement c'est absurde, tellement c'est exagéré, mais en même temps, ce qui est très intéressant, et c'est là que le langage symbolique, avec le temps, va devenir un outil pour comprendre ces problèmes de conspiration, pourquoi on est attiré par ça, d'où vient ça, parce que le langage symbolique peut nous expliquer d'une certaine façon, comme un rêve, nous expliquer notre attirance, notre affinité en fonction de dynamiques, voilà, qui peuvent être présentées. Puis il y a des belles personnes qui sont pris là-dedans aussi, des personnes de conviction, même des personnes spirituelles, profondes, qui peuvent avoir des bonnes valeurs, mais qui comprennent pas qu'ils dénaturent les faits. Voilà, il y a comme un mécanisme où la dimension de ce qu'ils ont en eux, leur colère, leur frustration, leur façon de voir le monde, a été avec le temps façonnée à travers toutes sortes de dynamiques et qui peuvent être aussi une cause vraiment directe de l'effet des générations des jeux vidéo, hein, qui sont maintenant des générations qui se rendent jusqu'à 50 ans. Il faut comprendre, même moi, là, on est près de la soixantaine, puis quand on était jeune, il y avait les premiers Pac-Man et les premiers jeux vidéo apparaissaient à ces époques-là. Hein, donc, ça commençait avec les machines à boules, les pinball machines qu'on appelait, hein, donc, qui pouvaient amener tout le temps des objectifs, d'amener notre énergie, hein, la balle, la boule, de l'amener à un endroit pour avoir de la lumière, des points et tout. C'était les premiers aspects d'échange ou des premiers jeux de genre de tennis ou d'échange de balles avec juste une ligne où voilà, il y avait juste 2 lignes qui échangeaient une balle, puis ça pouvait tellement être archétypal. Mais en même temps, on peut dire que quand on joue aux cartes, hein, quand on est dans cette génération-là où on joue beaucoup aux cartes, hein, donc les générations plus les personnes âgées, quelque part, vous faites aussi des jeux vidéo. Hein, donc, c'est comme une forme de jeu vidéo que vous faites en jouant aux cartes. Sauf qu'il n'y a pas les écrans modernes et tout. On peut même jouer aux cartes sur l'ordinateur maintenant, si vous voulez. Hein, donc, on retrouve les échecs, on retrouve la base aussi, des forces d'études, de compréhension, de bien, de mal, de pouvoir,
gagner, de perdre. Hein? C'est des choses très, très fondamentales qui sont la base du jeu d'une certaine façon, mais qui n'est pas un jeu. Puis là, c'est là que c'est très, très important, à mon avis, dans les nouvelles éducations, d'intégrer des programmes de conscientisation des effets collatéraux de nos pensées, de nos émotions, des réactions, des impulsions qui peuvent être faites, puis de savoir aussi d'où viennent les choses. De savoir d'où viennent les choses. On vit dans un monde normalement super avancé, technologique, intelligent, mais des fois on peut voir des choses qui manquent vraiment fondamentalement, tellement on est extériorisé, on zappe d'une chose à l'autre, puis on prend les grands titres, puis souvent sans lire les nouvelles ou sans lire sur des sites sérieux les bonnes nouvelles. Puis là, à un moment donné, ben voilà, si on accroche à un journal qui nous parle parce qu'il est très sensationnaliste, ben on va se retrouver avec un appauvrissement journalistique d'une certaine façon. Donc, parce que l'information ne sera pas bien traitée, elle va être traitée plutôt de façon sensationnaliste et avec des points de vue maintenant où avant il y avait le sensationnalisme, il y a toujours eu la manipulation à tous les niveaux. La propagande, elle existe depuis la nuit des temps, d'un ancien château à des premiers groupes préhistoriques qui avaient besoin de créer leur guerre ou leurs problèmes. Donc, la médisance ou le mécontentement peut être à la source d'une et la source, on pourrait dire même, de la médisance et éventuellement, ben là, de façon plus organisée. Quand on parle de conspiration, c'est que la conspiration, c'est pas un élément qui est là juste avec ton voisin parce que ton voisin a passé sa tondeuse à telle heure, à 22 heures le soir, puis tu n'étais pas content. La conspiration, ça vaut beaucoup plus loin que ça. Ça implique des dynamiques de société, des dynamiques d'organisation, des dimensions qui passent d'une force à une autre. Et voilà. Et là, on a un amplificateur, d'une certaine façon, du plan collectif où on n'arrive pas à comprendre et à bien gérer les informations qui viennent à nous, qui nous sont transmises. Et on les mélange aussi. C'est ça la conspiration. On mélange les informations avec des dimensions pas vérifiables. Puis vu qu'on vit dans un monde d'Internet, un monde de rapidité, bien nous, on est devenus rapides. Ça veut dire qu'on prend notre décision assez rapidement, sans trop de fondement, en autant que ça devienne, ça crée une forme de cohérence, puis après ça, d'appartenance à un certain groupe social, puis après ça, tu peux faire presque n'importe quoi là, à des gens. Tu sais, si on revient à la période de Hitler en Allemagne, ben, d'une certaine façon, c'est le même principe qu'on peut retrouver dans des dynamiques de conspiration où on attaque un groupe social ou telle et telle personne, puis là, ils ont fait ci. On mélange des événements véridiques avec des événements qui ne le sont pas. Puis on prend une personne qui aurait fait quelque chose de pas juste et tout d'un coup, c'est tout le monde qui fait ça. C'est tout le monde qui fait ça. Et c'est ça, et tout un groupe qui sont comme ça. Puis là, on a vu au Rwanda, hein, le génocide du Rwanda, c'est le même principe. Les Hutus, les Tutsis, les Hutus, quelque chose comme ça. Et là, on prend deux groupes, deux pôles, puis après ça, tout le monde est dans un même bassin. Tout le monde est pareil, simplement parce qu'il y a cette étiquette sociale-là. Et là, les étiquettes sociales, après, on a juste à faire de la médisance, à augmenter la propagande d'une façon, on émerger la guerre en fonction de gens, des fois, que tu connais pas ou que, voilà. Bien sûr, on prend quelque chose des fois, dans ce cas-ci du Rwanda, il y avait un groupe social plus privilégié, donc ceux qui le sont moins, bien, eux, ils vont attaquer le groupe privilégié.